Consolation Proust, 9. On continue. Ce matin, les deux petits poiriers sont en fleurs. Alors, pas d'autre choix que d'entrer dans Proust. On est vers la page 866, à peu près vers la moitié. Pour resituer, c'est le moment où le narrateur accompagne Robert de Saint-Loup en visite chez sa maîtresse. Il va reconnaître dans cette maîtresse Rachel, dite Rachel Camp du Seigneur, qu'il a connue, lui, via la prostitution. C'est étrange parce que ce personnage de Rachel, qui évidemment a la connotation judaïque forte derrière, c'est pas un personnage d'arrière-fond si simple. Par exemple, Rachel écrit. C'est très discret dans le livre. Mais c'est quelqu'un qui ne sera jamais dans le monde littéraire, comme peut l'être son copain Bloch. C'est quelqu'un qui écrit pour sa passion de la littérature et qui restera relégué loin, comme la détermination sociale la condamne probablement à la prostitution. Juste une petite harmonique. Mais chez Proust, il y a toujours cette bascule où un personnage apparemment secondaire peut être capable de renverser tout d'un coup une énorme figure, à elle seule, parce qu'elle a rapport vraiment à l'écriture. Elle pourrait basculer tous les Bergotte. Alors, ce passage, il est étonnant parce que on est dans le côté de Guermantes 1. On est sur une déambulation, c'est-à-dire on se retrouve en banlieue, le narrateur accompagne Robert de Saint-Loup, le Robert entre chez Rachel, et puis il va ressortir, et on va aller à la gare. Vous voyez que l'argument narratif, on se croirait dans la presqu'île de Julien Gracq. Seulement, à chaque fois, il va y avoir quoi ? Un poirier en fleurs. Alors on va se dire, non mais attends, tu nous cases un poirier, d'accord, vas-y ta petite description, 2, 3, fais-toi plaisir, mais pas 7, mais pas 8. Et ce qui est très étonnant dans ce passage, c'est que c'est comme si la déambulation forçait Proust chaque fois à saisir différemment ce poirier qui, par l'arbitraire du romancier, il fait surgir devant lui, même presque avec naïveté. Et puis par contre, à chaque fois, puisque précisément c'est la description précédente qui engendre qu'on est forcé de décrire dans une autre instance, dans une instance plus poussée. Et puis finalement, eh bien, ces poiriers en fleurs vont se dissoudre dans le surgissement, le miroitement, l'éclatement de la phrase. On n'aura plus que de la langue. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Proust, arrivant à cette espèce d'osmose, où il n'y a plus qu'une sorte de bruissement argenté, et puis plus du tout la détermination, ceci est un poirier en fleurs, pourrait s'appuyer sur ce qu'il a conquis, parce que 8 fois de suite, il a arraché un rapport de la langue à ce qu'elle décrit, et puis tout simplement nous fasse grâce de ceux qui avant étaient accessoires. Eh ben non, il nous les laisse de façon sérielle. Et ça, c'est une question. C'est-à-dire le chemin de la langue pour se dissoudre elle-même, à mesure qu'elle dissout l'objet qu'elle veut représenter, mais ne plus capter de lui que la présence, que simplement nous, lecteurs, mis devant ces fleurs en tant que présence. Des fois, j'ai rêvé que Proust ait pu rencontrer, non pas James Joyce, vous savez, cette rencontre légendaire organisée par des gens qui pensaient que forcément ils auraient beaucoup à se dire, puis il y a un repas, ils se disent rien, et puis on les ramène ensuite en voiture, et la seule phrase que Proust aura adressée de la soirée à Joyce: « Pourriez-vous fermer la vitre, s'il vous plaît ?» Il le dit mieux que ça, hein, avec une circonvolution, tout ça. C'est Rainer Maria Rilke, dont j'aurais bien rêvé. Mais Rilke, c'est un clandestin.
Mais lui, il aurait compris, les poiriers en fleurs. Ayant quitté Paris, où, malgré le printemps commençant, les arbres des boulevards étaient à peine pourvus de leurs premières feuilles, quand le train de ceinture nous arrêta, Saint-Loup et moi, dans le village de banlieue où habitait sa maîtresse, ce fut un émerveillement de voir chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs. Compte en l'occurrence un. Chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs. Vous savez comme ce son en ouar est difficile à utiliser dans la langue française, mais comme Baudelaire l'a transcendé avec Harmonie du soir. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore, ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Figurez-vous que Proust, s'il utilise le mot reposoir, évidemment c'est Baudelaire qui l'entend. Et il y a le mot vertige derrière. Continuons. C'était comme une des fêtes singulières, poétiques, éphémères et locales, qu'on vient de très loin contempler à époque fixe, mais celles-là, données par la nature. Les fleurs des cerisiers sont si étroitement collées aux branches, comme un blanc fourreau, que de loin, parmi les arbres qui n'étaient presque ni fleuris, ni feuillus, on aurait pu croire, par ce jour de soleil encore si froid, que c'était de la neige fondue ailleurs, qui était encore restée après les arbustes, mais les grands poiriers enveloppaient chaque maison, chaque modeste cour d'une blancheur plus vaste, plus unie, plus éclatante, comme si tous les logis, tous les enclos du village fussent en train de faire à la même date leur première communion. Occurrence 2. Ces villages des environs de Paris gardent à leurs portes des parcs du XVIIe, du XVIIIe. Un horticulteur avait utilisé l'un d'eux, situé en contrebas de la route, pour la culture des arbres fruitiers. Vous voyez, là, c'est la part narration, comme une didascalie. Ou peut-être conserver simplement le dessin d'un immense verger de ce temps-là, que le paysage soit histoire. Ça, par contre, c'est pas une notation simple ou banale. Cultivés en quinconce, ces poiriers, plus espacés, moins avancés que ceux que j'avais vus, formaient de grands quadrilatères séparés par des murs bas, de fleurs blanches, sur chaque côté desquels la lumière venait se peindre différemment, si bien que toutes ces chambres sans toit et en plein air avaient l'air d'être celles du palais du soleil, tel qu'on aurait pu le retrouver dans quelque crête. Et elle faisait penser aussi aux chambres d'un réservoir ou de telle partie de la mer que l'homme, pour quelque pêche ou ostréiculture, subdivise quand on voyait, selon l'exposition, la lumière venir se jouer sur les espaliers comme les eaux printanières et faire déferler çà et là, étincelant parmi le treillage à claire-voie et rempli d'azur des branches, l'écume blanchissante d'une fleur ensoleillée et mousseuse. Troisième occurrence. Et vous voyez comme au passage, le fait que le jardin, là, ces anciens parcs divisés, soit clos, il les reconstruit comme une chambre, c'est-à-dire il remet le poirier à l'intérieur, comme sur ces espèces de boules de neige des enfants. C'était un village ancien, avec sa vieille mairie cuite et dorée, devant laquelle, en guise de mât de cocagne et d'oriflamme, 3 grands poiriers étaient, comme pour une fête civique et locale, galamment pavoisés de satin blanc. Occurrence 4, ces petites mairies, alors c'est mairie cuite et dorée. Mairie cuite. Vous avez déjà vu cuire une mairie? Eh ben, Proust, si. Et pourtant, quand on va dans tous ces... Alors, il parle de la ceinture de Paris, mais combien de fois, nous-mêmes, avons-nous constaté l'incongruité de cette petite mairie conservée telle qu'elle au milieu de toute la floraison de la ville moderne, même si les bureaux de la mairie, eux, sont dans un gros immeuble neuf à côté. Vous avez des anciennes mairies. Ah, Saint-Loup, Saint-Loup, Saint-Loup. Là, on repasse aux histoires d'amour de Saint-Loup. C'est toute la page. Et puis, vous voyez comment Proust, il s'embête avec la narration. Pour arriver à la maison qu'elle habitait,
Moi, j'aurais ça, quand un étudiant il m'écrit ça, mais enfin, pour arriver à la maison qu'elle habitait, tu crois franchement qu'on ait besoin de s'embarrasser avec des chevilles comme ça? Eh ben, ça fait rien. Pour arriver à la maison qu'elle habitait, nous longions de petits jardins, bom, bom, et je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter, car elles avaient toutes une floraison de cerisiers et de poiriers. Quelle surprise! Sans doute vides et inhabitées, hier encore, comme une propriété qu'on n'a pas louée, oui, comme tout d'un coup, la maison inconnue, la maison qui n'a pas été louée, la maison vide mais prête à accueillir, comme tout d'un coup, le dehors, à cause de ça, devient lui-même habité, même vide. Ils étaient subitement peuplés et embellis par ces nouvelles venues arrivées de la veille, et dont à travers les grillages on apercevait les belles robes blanches au coin des allées. Écoute, puisque je vois que tu veux regarder tout cela, être poétique, dit Robert, attends-moi là, mon ami habite tout près, je vais aller la chercher. Pom, pom, pom. En l'attendant, je fis quelques pas, je passais devant de modestes jardins. Si je levais la tête, je voyais parfois des jeunes filles aux fenêtres, mais même en plein air. Bon, allez, que je me moque pas, on a un petit peu de lilas, je reconnaissais en elle, badam, badam. Un air froid y soufflait. Je pris un sentier qui aboutissait à une prairie. Un air froid y soufflait, vif comme un combray, mais au milieu de la terre grasse, humide et campagnarde, qui eût pu être au bord de la Vivonne, n'en avait pas moins surgi, exact au rendez-vous, comme toute la bande de ses compagnons, un grand poirier blanc, qui agitait en souriant et opposait au soleil, comme un rideau de lumière matérialisée et palpable, ses fleurs convulsées par la brise, mais lissées et glacées d'argent par les rayons. Est-ce qu'il aurait pu atteindre ça sans ce mouvement qui l'oblige lui-même? Ça revient à Saint-Loup, à la description, on passe 2 pages. Puis regardez 2 pages plus loin. Les maisons en étaient sordides. Nous coupâmes par le village. Les maisons en étaient sordides, mais à côté des plus misérables, de celles qui avaient l'air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre. C'est toujours ce même jeu. D'abord, vous avez le petit jardin enclos qui devient comme lui-même un intérieur. Ensuite, vous promenez et puis vous avez ces maisons prêtes à accueillir, mais qui pourraient être louées. Donc vides mais pacifiques. Et puis là, tout d'un coup, vous êtes toujours à l'extérieur, mais l'extérieur a été brûlé, repoussé, hostile. Les maisons en étaient sordides, mais à côté des plus misérables, de celles qui avaient l'air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre. Un mystérieux voyageur, arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant se tenait debout, étendant largement sur elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs. 2 points, c'était un poirier. Et juste pour finir dans cette progression de poirier, en quoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'un livre serait majestueux parce qu'il sait bien décrire ce qu'il y a d'impalpable, de miroitant dans l'éphémère floraison d'un arbre fruitier. Pas si simple. À quoi ça lui sert? Puisque nous, on est là, on est appelé par cette description qui se dissout et dissout ce qu'elle regarde et qui dissout même les maisons qui sont sur le bord. Eh bien, à quoi il l'applique? Au visage. C'est-à-dire le visage de cette Rachel va devenir lui-même, va hériter, il va transférer comme par une écluse cette relation de double dissolution de la phrase et de l'éphémère, l'impalpable, pour l'appliquer à quoi? À un visage. Et voilà ce que ça donne. Alors il y a plusieurs occurrences, pareil, de la route dans laquelle il était et d'où ce visage ne pouvait lui apparaître qu'à travers les rêves qu'il avait formés. L'immobilité de ce mince visage, comme celle d'une feuille de papier soumise aux colossales pressions de 2 atmosphères, me semblait équilibrée par 2 infinis qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer, car elle les séparait. Et ça, c'est pas dans ce bouquin sur Proust que j'ai fait
donc il y a 5 ans. Proust est une fiction. Si vous l'avez, ou si vous pouvez le trouver sur le site, il est intégralement en ligne sur le site. Donc là, j'ai un beau découpage, là, bien plus précis que ce que j'ai fait, là, des occurrences des poiriers en fleurs. Mais je crois qu'il y a 5 ans, je n'avais pas vu du tout ce rapport, ni aux maisons autour, et ni parce que poirier joue vers maison, et à ce moment-là, par les maisons, tu reviens au visage. Et là, tu comprends que eh bien, l'écriture, elle joue sa peau. Parce que les poiriers, on s'en fout. Même si je suis super content que juste à côté, là, moi j'ai mon pauvre petit poirier en fleurs, qui est si généreux avec ces toutes petites trucs qu'il nous donne après en septembre. Mais ce qu'on extorque au visage, eh bien, là par contre, on est dans la plus ancestrale nécessité de l'écriture. Et Proust ne l'aurait pas trouvé sur ce personnage si étrange de Rachel que ce Saint-Loup appelle Zézette, sans passer par cette sérialité des poiriers en fleurs. Allez, à demain.